Nous allons continuer donc la partie chromatographie d'exclusion. Donc, on a vu que la chromatographie d'exclusion, donc la phase stationnaire, elle est constituée tout simplement des billes de polysaccharides gonflées dans un solvant qui est utilisé pour l'élution. Le polysaccharide, ça peut être le céphadex ou le cépharose. Donc, la phase mobile, c'est un éluent, ça peut être l'eau ou tout simplement un tampon. Donc, on a vu que la préparation d'abord du gel ou de la colonne chromatographique. Donc, on prépare le gel, une quantité de polysaccharides dans le solvant, on laisse gonfler, puis on va couler ce gel dans une colonne. Alors, ça, c'est pour les colonnes préparatives. En général, donc, le gel qui est formé, donc si on regarde un petit peu au microscope, on va voir que le gel est formé de billes de gel. Ces billes de gel, ils sont caractérisées par ce qu'on appelle des pores. Donc, le gel, c'est un gel poreux qui est caractérisé par ces pores dont le diamètre, c'est-à-dire le minimum et le maximum, ce qu'on appelle une gamme un petit peu de fractionnement de ce gel, va dépendre de la proportion du polysaccharide dans ce solvant. Donc, en général, ce sont sur la base du diamètre de ces pores que va se faire la séparation. Donc, la porosité de ce gel est très importante. Donc, si on regarde au niveau de la colonne, on va retrouver donc, selon ces pores, on va retrouver des molécules qui sont exclues. Qu'est-ce que ça veut dire des molécules exclues? Ça veut dire que le diamètre de ces molécules ou la taille de ces molécules est supérieure à la taille de tous les pores. Donc, la molécule, celle par exemple la verte, ne pourra pas être retenue, ne pourra pas rentrer au niveau de ce pore-là, ni au niveau de tous les pores. Donc, cette molécule, elle va être complètement exclue. Exclue, ça veut dire qu'elle ne sera pas retardée par l'un des pores. Elle va sortir en même temps que le volume, je dirais, de la phase mobile. Les toutes petites molécules, on parle des molécules incluses, ça veut dire que ce sont des toutes petites molécules qui vont aller jusqu'au fond, ils vont rester au niveau de la colonne jusqu'au moment où il n'y aura plus rien, et ils vont sortir avec le volume total de la colonne, c'est-à-dire le volume total de cette colonne. Des molécules qui peuvent se séparer, ce sont les molécules qui ont des tailles comprises entre le diamètre des pores le plus petit au plus grand. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir rentrer puis sortir. Donc, ils seront plus ou moins retardés en fonction de leur taille. C'est par exemple ces molécules. Donc, en général, on peut dire que les grosses molécules dont le diamètre est supérieur à celui des pores, donc l'exemple de la molécule verte, elle ne pourra pas rentrer dans ses pores, donc elle ne sera pas retardée. Elle va sortir la première avec le volume V0, c'est-à-dire avec le volume mort. Les petites et moyennes molécules, c'est-à-dire ces molécules-là, peuvent rentrer et sortir, donc ils peuvent être plus ou moins retardées en fonction de leur taille. Cette molécule, par exemple, elle va pouvoir rentrer uniquement dans ce pore-là et dans ce pore-là. Donc, elle va être moins retardée que la rouge ou qui peut rentrer dans tous les pores, elle sera retardée. Donc, en fonction de la taille, les molécules vont se séparer. Donc, plus les molécules sont grosses, plus ils vont passer rapidement, c'est-à-dire ils vont sortir en premier. Plus les molécules sont petites, plus elles vont être retardées.
Donc, la durée de rétention dans la colonne, ou le temps de séjour, ou la durée de séjour dans la colonne, augmente, bien sûr, lorsque le poids moléculaire de la molécule diminue. Puisque ce sont ce qu'on a vu, donc les grosses molécules vont passer en premier, donc ils ne pourront pas être retardés, donc ils sortent en premier. Par contre, les toutes petites molécules vont être retardées dans tous les pores, donc ils vont sortir en dernier. Les solutés sont donc éluées dans l'ordre inverse des masses moléculaires. Plus la molécule est grosse, plus elle a un poids moléculaire élevé, plus elle va sortir rapidement, c'est-à-dire le temps d'élution, le temps va être plus faible. Alors, le choix du gel est très important parce qu'en fonction de la proportion du polysaccharide dans ce solvant, de là va découler la porosité du gel et autrement dit le domaine de fractionnement. Donc, le choix du gel ou le choix de cette proportion qu'il faut solubiliser bien sûr et il faut laisser gonfler, va déterminer cette gamme de fractionnement. Cette gamme de fractionnement, c'est tout simplement la gamme des masses molaires qu'on peut séparer, c'est-à-dire la gamme dans laquelle on peut séparer les constituants d'un mélange, autrement dit les macromolécules. Donc, supposons que j'ai une gamme, par exemple, de X à Y, ça veut dire je parle de 10 000 par exemple à 100 000, ça veut dire toutes les protéines ou les molécules qui ont un poids moléculaire inférieur à X, ça veut dire elles sont au-delà de la gamme de fractionnement, mais elles sont toutes petites. Ça veut dire que ces molécules vont rentrer au niveau des pores, ils ne pourront pas sortir tout de suite. Donc, il faut amener un volume important de la phase mobile pour pouvoir les éliminer. Donc, ces molécules vont être incluses. Toutes les molécules qui ont un poids, par exemple, supérieur à 100 000, c'est-à-dire les molécules les plus grosses, supérieures à tous les pores, au diamètre de tous les pores, vont être exclues. Exclus, ça veut dire qu'ils ne vont rentrer dans aucun des pores puisque leur diamètre ou leur taille est beaucoup plus importante. Ils ne pourront pas être retardés dans ces pores. Donc, ce sont ce qu'on appelle les molécules exclues. Donc, vous avez des molécules qui seront incluses et des molécules qui seront exclues. Incluses, c'est les petites tailles, donc inférieures à la gamme inférieure de fractionnement. Et exclues, ce sont les molécules dont les poids moléculaires où la taille est beaucoup plus élevée que la taille de tous les pores. Donc, ils vont être exclus. Maintenant, les molécules dont le poids moléculaire est compris entre X et Y, c'est-à-dire l'exemple qu'on a pris, c'est 10 000 à 100 000, ça veut dire que ces molécules-là vont pouvoir être séparées. Pourquoi? Parce qu'ils ont un poids moléculaire à l'intérieur du diamètre le plus faible jusqu'au diamètre le plus élevé des pores. Donc, ils vont pouvoir rentrer et sortir en fonction de leur taille. C'est-à-dire les molécules les plus élevées, par exemple, ils vont pouvoir rentrer dans ce pore-là, dans celui-là, dans celui-là. Les toutes petites vont rentrer dans tous les pores. Et en fonction de la taille des molécules, je peux les séparer puisqu'ils peuvent rentrer et sortir. Certains vont rentrer juste dans quelques pores, d'autres vont rentrer dans la majorité des pores, etc. Et de cette façon-là, on peut séparer ces molécules. Donc, si je répète, toutes les molécules qui ont un poids moléculaire très faible, inférieur à cette gamme X par exemple, c'est 10 000 par exemple, si j'ai des molécules qui ont un poids moléculaire inférieur à 10 000, je ne pourrai pas les séparer, ils seront inclus, ils vont rester jusqu'au moment où on ramène un volume important, c'est-à-dire le volume total de la colonne pour pouvoir les éluer. Et ils vont être élués ensemble. Les molécules qui ont des
poids moléculaire supérieur au diamètre de tous les pores, donc ils ne seront pas retenus. Ils vont sortir avec le volume mort. S'ils sortent avec le volume mort, que j'ai des molécules de 150 000, 200 000 ou 120 000, ils vont sortir en même temps avec le volume mort. Donc, elles seront exclues. Par contre, les molécules dont le poids moléculaire compris entre X et Y, c'est-à-dire dans notre exemple entre 10 000 et 100 000, là, elles vont pouvoir être séparées en fonction de leur taille. Donc là, on va voir les types de gels qu'on peut avoir. On peut avoir ce qu'on appelle des gels hydratés. C'est tout simplement des gels de polysaccharides avec des indices, G10, G200. C'est tout simplement en fonction de la granulométrie, en fonction de ce diamètre des pores et cette gamme de fractionnement. Donc, c'est tout simplement des gels, Cefadex, Dextran, agarose, etc. On peut avoir aussi des gels permanents, c'est tout simplement les gels minéraux, c'est les gels de silice qu'on a pour la chromatographie en phase liquide. Donc, on peut utiliser les uns ou les autres. Donc, pour les protéines, on utilise souvent ce type de gel. Alors, si on prend juste le gel de Cefadex, donc là, la granulométrie, on a dit, c'est tout simplement, ça exprime les indices, le diamètre des pores. Donc, en fonction de cette granulométrie, je peux séparer les molécules d'un mélange et surtout des macromolécules. Alors, cet indice indique en quelque sorte la gamme de fractionnement. Donc, en fonction des molécules à séparer, je peux choisir le gel qui peut séparer ces constituants. Alors là, c'est juste un exemple que vous retrouverez sur le net, mais en général, vous pouvez, quand on veut séparer des constituants, on regarde par exemple les molécules qu'on a, dans quelle zone se situent, et on peut choisir le gel adéquat pour leur séparation. Par exemple, j'ai des protéines ou des peptides entre 1000 à 5000, je peux choisir le Cefadex, par exemple, G25. J'ai des protéines dont le poids moléculaire compris entre 30 et 200 000, je peux choisir ce type de gel. Donc là, vous avez plusieurs gels et vous pouvez retrouver donc, la nature des gels, vous pouvez vous baser souvent sur la littérature, sur les publications en fonction de ce que vous cherchez. Donc, si je choisis le Cefadex G75 par exemple, ça veut dire j'ai une gamme de fractionnement entre 3000 et 70 000 daltons. Ça veut dire toutes les protéines qui ont un poids moléculaire inférieur à 3000, je ne peux pas les séparer. Ils vont sortir ensemble avec le volume total de la colonne, c'est-à-dire ils vont rester longtemps jusqu'au moment où on ramène un volume important, jusqu'à ce que toutes les autres protéines puissent sortir, et puis ils vont sortir en même temps. Donc, ils ne seront pas séparés. Toutes les protéines qui ont un poids moléculaire supérieur à 70 000, que j'ai 80 000, 100 000 ou 150 000 ou 200 000, ils vont sortir en même temps. Ils ne seront pas séparés. Mais par contre, les protéines ou les macromolécules dont le poids moléculaire est compris entre 3000 et 70 000, là, on peut les séparer en fonction inverse de leur poids moléculaire. C'est-à-dire, plus le poids moléculaire est élevé, plus le temps de rétention ou le volume d'élution va être faible. Même chose ici. Donc, si j'ai entre 30 000 et 200 000, ça veut dire inférieur à 30 000, ils ne peuvent pas être séparés, ils vont être inclus, ils vont rester longtemps dans la colonne. Et supérieur à 200 000, ils ne vont pas pouvoir être séparés, donc ils vont sortir en même temps. Entre 30 000 et 200 000, ils peuvent être séparés et ils vont sortir aussi en fonction inverse de leur poids moléculaire.
Donc, en général, pour déterminer le poids moléculaire des protéines, on peut utiliser des colonnes donc, avec une gamme de fractionnement. Donc, c'est le choix du gel ici. Donc, on choisit le gel adéquat en fonction de la gamme des protéines. Et pour tracer ce qu'on appelle l'étalonnage, pour pouvoir déterminer le poids moléculaire, on utilise souvent des protéines de référence. C'est ce qu'on appelle les protéines standards. C'est-à-dire, on va faire ce qu'on appelle un étalonnage du gel. C'est-à-dire, je vais avoir une relation entre le volume d'élution de chaque protéine et le poids moléculaire ou la taille de ma protéine. Donc, chaque protéine va avoir un volume d'élution. Je peux tracer ce qu'on appelle une droite d'étalonnage et je peux déterminer pour n'importe quelle protéine inconnue, je peux déterminer le poids moléculaire de cette protéine. Alors, on a juste ici, donc ça c'est un schéma que vous retrouvez aussi sur le net, comment se fait en général la séparation. Donc, vous pouvez avoir une colonne préparative de ce type-là, quand vous pouvez avoir une colonne qui est liée à un système HPLC qui permet la séparation des protéines sur un système chromatographique. Donc là, vous avez votre colonne. Bien sûr, la première des choses, c'est la préparation du gel. Donc, on coule le gel. Et puis, on peut, une fois qu'on aura réglé le débit, on peut récupérer des fractions. On peut récupérer des fractions et on peut analyser, bien sûr, dans chaque tube pour déterminer le volume d'élution des protéines en fonction du temps. Donc, ça veut dire que vous allez vous-même récupérer les fractions, vous allez déterminer donc l'absorbance ou en fonction du temps et vous allez tracer donc le profil d'élution. Le profil d'élution, ça veut dire que je vais avoir, donc si j'arrive à séparer correctement mes composés, je peux avoir la protéine bleue ici et de celles, je peux les séparer. Donc, ça veut dire chaque pic chromatographique doit correspondre en principe, si vous arrivez à choisir correctement vos conditions, chaque pic va correspondre à une protéine donnée ou une macromolécule donnée. Donc, il va être caractérisé par le volume d'élution, puisque là, c'est un pic chromatographique, c'est le sommet du pic. Chaque protéine va être caractérisée par ce volume d'élution. Alors, plusieurs volumes au niveau d'un système chromatographique, surtout la chromatographie d'exclusion, peuvent être notés. On peut parler du volume d'élution. On peut aussi avoir ce qu'on appelle le volume d'exclusion ou le V0. Ça veut dire là, j'ai une protéine qui dépasse la gamme de fractionnement. Donc, il y a elle n'est pas du tout retardée par la porosité ou par les pores du gel. Donc, ça sera le volume V0, c'est-à-dire le volume mort en quelque sorte. C'est tout simplement une molécule ou macromolécule qui n'est pas du tout retenue par le gel, donc elle va sortir en premier. Et ça, on va noter le volume mort. Donc, une molécule de taille supérieure à ceci vont toutes sortir en même temps, quelles que soient ces molécules. Dès que la taille est beaucoup plus importante que le diamètre des pores dans la gamme de fractionnement, toutes ces molécules vont sortir en même temps. Alors, on peut noter aussi le volume total. Donc, ça veut dire le volume total de la colonne. Ça représente à la fois les volumes des billes de gel, le volume externe aux billes et bien sûr ce qui est interne, donc c'est-à-dire le volume interne au niveau de ces billes. Donc, c'est le volume total de la colonne.
Alors, comment déterminer la masse molaire, surtout quand on fait du fractionnement et quand on purifie les protéines? Comment déterminer le poids moléculaire d'une protéine qui est éluée et dont on ne connaît pas un petit peu le poids moléculaire? On est en train de la caractériser. Donc, pour ceci, donc, on doit tracer, bien sûr, la relation entre la masse molaire et le volume d'élution. Donc, ça veut dire tracer en quelque sorte la droite d'étalonnage, soit en fonction du volume d'élution ou en fonction du coefficient de partage. Mais en général, on détermine toujours en fonction du volume d'élution parce que c'est un paramètre expérimental que vous allez retrouver facilement. Donc, comment on fait? Bien sûr, pour déterminer le poids moléculaire, donc ça veut dire qu'on prépare d'abord le gel, on le coule sur une colonne, et puis on va d'abord passer la protéine. Donc, on est en train de séparer, ça veut dire je vais séparer la protéine, je connais son volume d'élution. Je vais faire passer sur ce gel un mélange de protéines qu'on appelle des protéines marqueurs. Ça veut dire, tout simplement, ce sont des protéines de poids moléculaire connues. C'est les protéines qu'on a vues tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle des protéines standards aussi. On va les faire passer au niveau des gels et puis on va déterminer les volumes d'élution de ces protéines. Bien sûr, en fonction de leur taille. Là, dextran bleu, donc là, il a en général un poids moléculaire beaucoup plus élevé. Donc, il va sortir, ça permet de déterminer le volume mort. Et les autres protéines, ce sont des protéines qui se trouvent dans la gamme de fractionnement. Dans la gamme de fractionnement, donc la protéine de 2 à 6, il se trouve dans la gamme de fractionnement, donc on peut déterminer cette droite d'étalonnage. Par contre, la protéine 7, la rhinosine, donc là, c'est une protéine dont le poids moléculaire est inférieur à la gamme inférieure, c'est-à-dire il est en dehors de la gamme de fractionnement. Donc, ça veut dire toutes les protéines, elles vont sortir dans le volume total et toutes les protéines qui ont des poids moléculaires inférieurs vont sortir en même temps. Donc là, ça représente en quelque sorte le volume total. Ceci, toutes ces protéines qui sont à l'intérieur de la gamme de fractionnement peuvent être séparées et ceci va donner une idée sur le volume mort. Alors, il suffit tout simplement de tracer la gamme d'étalonnage ou l'étalonnage de ce gel pour pouvoir déterminer, bien sûr, la masse molaire ou le poids moléculaire de cette protéine inconnue. Alors, supposons que vous êtes en train de séparer des protéines. Bien sûr, on sait que les grosses molécules sont qui sortent en premier, les moyennes après, et puis les toutes petites molécules qui vont être largement retenues par les pores. Alors, en général, tout ce qui est donc, toutes ces grosses molécules qui ont des tailles supérieures au diamètre de tous les pores vont sortir ensemble. Donc là, on peut parler, ça c'est le volume mort, c'est-à-dire ils vont sortir en même temps que la phase mobile. Toutes les molécules qui vont être largement retenues, c'est-à-dire qui ont une taille inférieure à tous les pores, donc vont être largement retenues et ils vont sortir en même temps. Donc avec le volume total. Et là, je peux les autres protéines, puisque leur volume d'élution va être en fonction, bien sûr, de la taille.
En général, pour tracer une droite, on a souvent des courbes comme ça pour si on doit tracer le poids moléculaire en fonction du volume d'élution. Et en général, on linéarise un petit peu en traçant le logarithme du poids moléculaire de la masse molaire. Donc, on détermine le logarithme du poids moléculaire des substances standards, c'est-à-dire des protéines standards, et on va déterminer donc leur logarithme et expérimentalement, on détermine leur volume d'élution. Donc, on trace cette droite d'étalonnage. Alors, bien sûr, la molécule inconnue, elle a un volume d'élution X. Il suffit de retrouver, donc, à partir du volume d'élution, je détermine expérimentalement si, dans les mêmes conditions, sur la même colonne avec le même débit, je détermine le volume d'élution de la protéine X. Et là, je vais retrouver le logarithme de la masse molaire. Bien sûr, à partir du logarithme décimal, je peux déterminer le poids moléculaire de la protéine. Donc là, c'est tout simplement pour voir l'ordre d'élution de ces composés. Donc, les solutés sont donc éluées dans l'ordre inverse des masses molaires, tout simplement parce que les grosses molécules ne vont pas pouvoir rentrer dans tous les pores. Par contre, les petites et moyennes molécules vont rentrer dans la majorité des pores. Donc, ils seront beaucoup plus retardés. Donc, en général, pour la théorie de la chromatographie d'exclusion, c'est toujours la même chose. C'est toujours donc ici, au niveau de la chromatographie, c'est sur un gel qui est poreux. Ça veut dire qu'il va être caractérisé, la colonne va être caractérisée par son volume total. Le volume total, ça va être le volume, bien sûr, d'eau qui est externe au granule. Le volume qui est interne, c'est-à-dire à l'intérieur de ces billes de gel, et puis le volume du gel lui-même. Donc là, c'est tout simplement le volume total de la colonne. En général, pour l'élution, donc l'élution en fonction du temps, vous avez d'abord, si vous avez par exemple, deux protéines, le volume d'élution, c'est toujours, comme pour les pics chromatographiques, c'est toujours le sommet du pic. Là, je vais avoir donc le volume d'élution depuis le dépôt jusqu'à la sortie de mon pic, c'est-à-dire jusqu'à la sortie de la protéine en question. Donc là, c'est le volume d'élution. Alors, en général, pour le coefficient de partage ou le coefficient de distribution entre la phase stationnaire et la phase mobile, là aussi, on peut déterminer en fonction de ce coefficient. Donc, supposons que votre coefficient de partage est nul, ça veut dire qu'il n'y a aucune affinité, donc la molécule ne passe aucun moment au niveau de la phase stationnaire, ça veut dire qu'elle est complètement exclue. Ça veut dire qu'elle va sortir tout simplement avec le volume mort, donc avec le volume de la phase mobile en même temps, à la même vitesse que la phase mobile. Si maintenant ce coefficient de distribution est compris entre 0 et 1, ça veut dire là, les molécules se séparent, donc le solité partiellement inclus, ça veut dire qu'il va pouvoir sortir et rentrer au niveau des pores et il pourra se séparer. Donc, si le coefficient est égal à 1, ça veut dire que c'est une valeur donc, où on a une inclusion au niveau du gel, où les molécules ne peuvent pas sortir. Ils vont sortir longtemps, c'est-à-dire avec le volume total de ce gel. Par contre, si le coefficient de partage est supérieur à 1, ça veut dire tout simplement que les molécules vont être incluses et vont être absorbées et ne pourront jamais sortir de ce gel. Donc, c'est ça un petit peu ce que ça veut dire. Donc, ici, en fonction de cette distribution, en fonction du partage, c'est comme toutes les techniques chromatographiques, vous avez des protéines qui vont être complètement exclues, donc elles vont sortir en premier, des protéines qui vont pouvoir se séparer ou des protéines qui seront incluses, qui vont rester longtemps au niveau de
du gel avant de pouvoir sortir et d'autres qui seront pratiquement incrustés au niveau du gel et ce sera très difficile de les éluer. Donc là, on arrive à la troisième partie des techniques chromatographiques et on va voir essentiellement la chromatographie échangeuse d'ions, c'est-à-dire une chromatographie sur résine échangeuse d'ions et la chromatographie d'affinité. Alors, chromatographie échangeuse d'ions ou une chromatographie sur un échangeur d'ions, c'est tout simplement une technique chromatographique qui va permettre de séparer principalement les composés chargés. Donc, pour la chromatographie échangeuse d'ions, c'est essentiellement les molécules chargées. Donc, toutes les molécules qui ne sont pas chargées ne peuvent pas être séparées par ce type de chromatographie. Composés chargés, au niveau de la biologie, donc au niveau de la biochimie, c'est essentiellement des protéines, des acides aminés, des acides. Donc, tout ce qui peut être chargé peut être séparé. On peut aussi séparer donc, des composés en dehors des composés biochimiques. On peut séparer aussi des constituants minéraux, tout ce qui est chargé. On peut aussi les utiliser pour l'adoucissement de l'eau, c'est-à-dire éliminer tous les ions au niveau de l'eau. Qui dit chromatographie, ça veut dire que je vais avoir un échange entre phases, une distribution entre une phase stationnaire et une phase mobile, puisque ce sont des techniques chromatographiques en phase liquide, donc ça veut dire que ma phase mobile, elle est toujours liquide. Ça peut être tout simplement de l'eau, comme ça peut être un tampon ou un sel, par exemple, une solution salée. La phase stationnaire, c'est ce qu'on appelle une résine échangeuse d'ions. Ça veut dire que c'est une résine sur laquelle je vais greffer des groupements ionisés et le soluté, c'est-à-dire mes constituants qui se trouvent en solution, vont être retenus tout simplement sur ces groupements ionisés. Ça veut dire que je vais avoir tout simplement des interactions ioniques. Autrement dit, des interactions aussi électrostatiques. Tout ce qui est chargé positivement va être attiré par ce qui est chargé négativement et l'inverse. Donc, je peux fixer d'abord, donc ici, c'est une technique qui va permettre de fixer d'abord les constituants et puis de les éluer les uns après les autres par la suite. Donc, la séparation, elle est due aux différents équilibres électrostatiques. Équilibre électrostatique parce que ma résine ou ma phase stationnaire, elle contient des groupements ionisés. S'ils sont chargés positivement, ils vont pouvoir capter toutes les molécules qui sont chargées négativement. Une fois qu'ils sont fixés sur ma colonne, je vais pouvoir les éluer les unes après les autres en modifiant cet équilibre, c'est-à-dire en modifiant bien sûr l'ionisation, en modifiant le pH. Donc, la séparation, elle est due à ces équilibres, bien sûr, entre la phase stationnaire et le composé ou les composés que vous avez en solution. Alors, on va voir à quoi ressemble un petit peu cette résine échangeuse d'ions. Donc, cette résine, c'est ce qu'on appelle aussi une matrice. Donc, la phase stationnaire, on l'appelle gel de résine ou tout simplement une résine. Cette résine, elle est toujours sous forme de billes sphériques. Ces billes sont tout simplement des polymères. Alors, on peut avoir les polymères qu'on utilise souvent. Donc là, c'est juste un exemple, mais il y en a plusieurs. Donc, c'est des polymères de styrène
divinylbenzène. En général, on les active un petit peu, c'est-à-dire là, on a une double liaison et là, on a des doubles liaisons. On va activer donc avec le persulfate et on va former des radicaux. Donc, on va craquer cette double liaison, on va former le radical ici, un point ici, un point là. Dès qu'on a des radicaux, ces composés deviennent plus réactifs, donc ils vont rapidement chercher pour s'assembler, c'est-à-dire former une liaison covalente. Donc, même chose ici, on forme des radicaux à ce niveau-là. Et ces deux, le styrène et le divinylbenzène, vont faire des pontages, c'est-à-dire vont se lier entre eux et on va former ce qu'on appelle un réseau. Donc, vous voyez le styrène, le divinylbenzène ici, et puis vous avez à chaque fois, et le fait d'avoir ce réseau, donc il va être caractérisé aussi par ce qu'on appelle les mailles de réseau. Donc là aussi, on va avoir des billes. Pour ce type-là, donc c'est tout simplement donc des résines échangeuses d'ions, on parle de styrène divinylbenzène, comme on peut avoir aussi des polyoleucides pour les gels filtration, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est exactement le même principe. Alors là, c'est juste, ça vous pouvez le retrouver aussi sur le net, c'est juste un petit peu les billes, donc une bille vue au microscope. On voit au niveau des billes, donc là, on voit les microparticules, mais aussi les pores au niveau de cette bille. Donc, chaque bille, elle est caractérisée, bien sûr, par un diamètre. On parle des diamètres de particules ou diamètres des billes de résine, donc ils peuvent varier selon les résines, entre 50 à 100 microns, on peut avoir même moins. Donc là, c'est juste une vue au microscope des billes de résine. Bien sûr, chaque bille elle est constituée d'un assemblage de microparticules avec des diamètres caractéristiques. Donc, ceci va créer, bien sûr, donc là, c'est juste la référence. Sur ces billes de résine, ce qui est important, c'est tout simplement les échangeurs et comment vont se faire ces échanges d'ions. On peut avoir des échangeurs d'ions, donc là, la résine, c'est tout simplement des macromolécules insolubles, c'est-à-dire des polymères. C'est le cas de styrène divinylbenzène, ce sont des polymères organiques qui vont porter, et c'est surtout ça, qui vont porter des groupements ionisables. Alors, en biochimie, en chimie, quels sont les groupements ionisables qui s'ionisent facilement et qui perdent des protons ou qui captent des protons? C'est tout simplement les acides et les bases. Donc, ceux qui vont facilement s'ioniser avec des échanges rapides, c'est tout simplement des acides et des bases. Donc, ça veut dire les groupements fonctionnels au niveau des résines échangeuses d'ions, ce sont des acides ou des bases. Donc, les groupements fonctionnels, en fonction si c'est un acide ou une base, donc je vais avoir un acide, il va perdre son proton, et dans ce cas-là, il va être chargé négativement et je peux dire que mon groupement, il est chargé négativement, donc il va fixer des cations. Donc, je peux parler d'une résine échangeuse de cations. Si au contraire, c'est une amine, donc si c'est une base, elle va capter plus de protons. Donc, si elle capte des protons, elle va être chargée positivement. Et dans ce cas-là, elle va fixer des molécules chargées négativement. Donc, on va parler d'un échangeur d'anions. Donc, je vais pouvoir avoir une résine, des résines cationiques, c'est-à-dire les groupements fonctionnels sont souvent des acides, ou des résines anioniques, et les groupements fonctionnels sont souvent des bases.
Alors, bien sûr, puisque je parle d'un échangeur cationique ou anionique, donc la résine cationique, ça veut dire elle va échanger des cations. Donc, mon groupement, il va être chargé négativement. Le groupement qui va être chargé négativement, qui va pouvoir s'équilibrer rapidement, ce sont des acides. C'est-à-dire, un acide peut, selon les conditions, perdre son proton ou le garder. Donc, en fonction des conditions, je peux, bien sûr, fixer le cation ou pas. Donc, et c'est surtout ces conditions-là qui sont importantes. Pour que mes cations se fixent sur la résine, il faut qu'ils déplacent ce qu'on appelle le contrion, donc ils doivent le déplacer. Donc, il faut d'abord que mon cation soit chargé positivement et mon groupement fonctionnel, donc le groupement de la résine doit être chargé négativement. Si je parle d'échangeurs de cations, ce sont des résines cationiques. Donc, le groupement, ce groupement, c'est-à-dire l'acide, ici, dans ce cas-là, c'est l'acide, ou si j'ai un groupement chargé positivement, ça sera la base. Ils sont fixés sur ces gels de résine, c'est-à-dire les billes de gel, ils sont fixés par une liaison covalente. Pourquoi ils doivent être fixés par une liaison covalente? Ça veut dire, quelles que soient les conditions, je ne vais pas, en modifiant les conditions, je ne vais pas avoir la perte de ce groupement. C'est ce groupement qui est à la base de la séparation de mes constituants. Le contrion, c'est le l'ion qui va être échangé. C'est-à-dire, si je ramène mon cation, il va prendre la place de ce contrion. C'est-à-dire, je dois déplacer facilement ce contrion pour pouvoir fixer mon composé. Ça, c'est dans le cas de la résine cationique. Résine cationique, ça veut dire mon groupement, il est chargé négativement. Mon contrion, il est chargé positivement. Ça veut dire toutes les molécules chargées positivement vont pouvoir déplacer ce contrion et prendre la place. C'est pour ça qu'on parle d'échangeurs. Ça veut dire ils vont prendre la place du contrion. Dans le cas d'une résine anionique, ça veut dire ce qui va être échangé, c'est un anion, une molécule chargée négativement. C'est-à-dire que mon groupement fonctionnel doit être chargé positivement, c'est toujours des bases. Donc, une base, elle va capter un proton, elle va être chargée positivement. Le contrion, dans ce cas-là, va être chargé négativement et ma molécule chargée négativement va prendre la place. Elle va être échangée contre ce contrion. Alors, de cette façon-là, je peux fixer les anions. Et on parle d'un échangeur anionique ou une résine échangeuse d'anions. Donc, le groupement, il est chargé positivement. Le contrion est chargé négativement et les molécules qui vont être fixées doivent avoir la même charge que le contrion. Donc, ils vont remplacer ce contrion. Alors, quels sont les groupements fonctionnels dans le cas des résines cationiques, puisqu'on a dit que ce sont des résines qui vont capter des molécules chargées positivement? Ça veut dire je vais avoir tout simplement un groupement fonctionnel qui peut être chargé négativement. On a dit que ce sont les acides qui perdent facilement leurs protons. Donc, dans les acides aussi, je vais avoir des acides forts, des acides faibles et des acides à, bien sûr, à un BPKA moyen. Donc, on peut parler aussi, dans ce cas-là, des résines cationiques fortes. Ça veut dire l'acide qui va être fixé sur mon gel de résine, c'est un acide fort. C'est souvent les acides sulfoniques et phosphoriques. Donc là, quel que soit le pH, ça veut dire même si vous vous situez à des pH très faibles, puisque l'acide sulfonique, le pKa, c'est à peu près 1,8, ça veut dire dès que vous êtes à des pH
quel que soit le pH, en général, vous allez pouvoir ioniser vos acides. Donc, c'est ce qu'on appelle des résines fortes. Ça veut dire, quel que soit le pH, vous allez pouvoir ioniser, c'est-à-dire votre acide va perdre son proton. Alors, la résine, puisque c'est l'acide sulfonique, donc c'est SO3H. Donc, ça veut dire SO3-H+. Maintenant, les constituants, donc là, il est fixé par une liaison covalente. Et le contre-ion, ça peut être tout simplement H+, c'est-à-dire on parle d'une résine forme acide ou une résine forme sodique. Là, c'est la forme sel. Donc, on peut échanger les composés chargés positivement contre le contre-ion qui est H+, ou tout simplement Na+. Donc là, j'ai les deux formes de l'acide sulfonique, donc pour les résines sulfonées. On peut aussi avoir donc, des groupements phospho, donc intermédiaires, mais là aussi, on peut travailler à des pH très bas. Donc là, c'est tout simplement l'acide phosphorique. Là aussi, on peut travailler avec une résine forme acide, c'est-à-dire hydrogénée, ou une forme sodique, forme sel. Donc, dans les deux cas ici, on est moins limité par le pH. On peut travailler à des pH très acides ou basiques selon, bien sûr, les résines. Par contre, les résines cationiques faibles, c'est-à-dire on va utiliser des acides faibles, c'est le cas du carboxyle, l'acide carboxylique, l'acide, par exemple, formique ou acétique. L'acide formique ici, COH, donc le pKa souvent, donc c'est 3,75. Donc ça veut dire, pour avoir l'ionisation, bien sûr, il faut que vous soyez, pour qu'il perde son proton, il faut que vous situiez à un pH largement supérieur à son pK. Donc, vous devez travailler à des pH supérieurs à 3,75 ou dans le cas de la carboxyméthyle, par exemple, c'est-à-dire dans le cas de l'acide acétique, là, vous devez vous situer à des pH supérieurs à 4,76. Là, il faut faire attention quand on travaille avec ce type de résine, ça veut dire qu'il faut choisir les conditions pour avoir une ionisation au maximum des groupements pour pouvoir fixer les molécules chargées positivement. Donc, dans la plupart des cas, on peut utiliser la forme hydrogénée ou la forme sodique. Alors, les résines cationiques très faibles, ce sont les résines phénoliques, mais là, c'est très, très rare. Leur utilisation, elle est très limitée. Là, pour pouvoir, le groupement phénol, bien sûr, pour l'ioniser, il faut vraiment des milieux très alcalins pour pouvoir l'ioniser. Donc, l'utilisation, elle est très limitée pour les résines cationiques très faibles. Alors, pour les résines anioniques, comme on a vu, la résine cationique, c'est-à-dire le groupement, c'est un acide. Ici, le groupement, c'est tout simplement des bases. Des bases les plus utilisées donc, pour les résines échangeuses d'ions, ce sont les amines. Donc, on peut utiliser des amines quaternaires ou tertiaires. Pour les amines fortes, donc les amines quaternaires, ça veut dire là j'ai les trois radicaux, donc ça veut dire que le groupement N, donc ma molécule, elle porte tout le temps la charge positive, donc au niveau du N, et quelles que soient les conditions. Donc là, ce sont des résines fortes qu'on peut utiliser
quelles que soient les conditions, je ne vais pas avoir l'amine quaternaire ne va pas être non chargée. Donc, on peut avoir des résines aussi anioniques faibles, dont c'est surtout des groupements, donc des amines secondaires et primaires. Et là, il faut faire attention, comme pour les acides faibles, pour les bases faibles, il faut faire attention à l'ionisation aussi. Ça veut dire qu'on ne peut pas travailler dans toutes les conditions. Il faut qu'on soit sûr que les conditions permettent l'ionisation du groupement fonctionnel. Et on va voir ça plus en TD. Donc ici, les plus utilisés, c'est tout simplement la diéthylaminoéthyle, donc on l'utilise pour la séparation des protéines souvent. Alors en général, pour toutes les techniques chromatographiques, c'est valable aussi pour la résine échangeuse d'ions. Ça veut dire chaque colonne, elle va être caractérisée par sa capacité de rétention, c'est-à-dire le nombre de millimoles ou de micromoles d'ions qui vont être fixés par la résine. Et cela dépend bien sûr de la quantité de résine qu'on a. C'est comme pour la chromatographie qu'on a vue en phase gazeuse ou en phase liquide, ça veut dire la capacité, d'une colonne, c'est-à-dire la quantité qui va se trouver dans la phase stationnaire par rapport à la phase mobile est très importante. Si vous dépassez la capacité de la colonne, ça veut dire que tout le reste ne va pas pouvoir être fixé sur la résine, il va être tout simplement entraîné de force par la phase mobile. Donc la capacité de rétention, elle est très importante pour les séparations chromatographiques. L'élution, bien sûr, une fois que vous aurez fixé vos composés, donc vos composés chargés, je répète ici, c'est un échange d'ions, ça veut dire ce sont les constituants qui peuvent être chargés qui seront séparés. On peut par la suite les éluer, c'est-à-dire les faire sortir de cette colonne au fur et à mesure pour pouvoir bien sûr les séparer. L'objectif de toutes les techniques chromatographiques, c'est d'abord faire la séparation et dans certains cas, c'est d'aller vers l'analyse. Donc, l'élution, si j'ai fixé, donc là, j'ai mon groupement qui est, par exemple, chargé positivement, il va fixer les molécules chargées négativement ou l'inverse, ou si le groupement est chargé négativement, on va fixer les molécules chargées positivement. Pour pouvoir les décrocher de ma colonne, il faut que je change les conditions. C'est-à-dire, je vais tout simplement éliminer cette liaison électrostatique. C'est-à-dire déplacer, éluer le composé, ça revient à dire éliminer un petit peu cette liaison électrostatique, c'est modifier la charge de mes molécules. Et là, je peux facilement les éluer. Donc là, en fonction, bien sûr, je vais avoir l'élution en fonction de la charge, mais elle peut être aussi en fonction du poids moléculaire, en fonction d'autres paramètres. Donc, au niveau de la séparation sur des résines échangeuses d'ions, les échanges d'ions, bien sûr, entre la résine et le mélange à séparer, va dépendre toujours de l'affinité relative de la résine pour le contre-ion. Le contre-ion qu'elle porte, il ne doit pas avoir une liaison très forte avec, donc ça veut dire qu'il doit pouvoir être remplacé par les constituants qui seront chargés. Donc, première des choses, ça veut dire que la fixation de mes composés va dépendre de quoi? De la charge de la résine. Si ma résine n'est pas chargée, mes molécules ne peuvent pas se fixer. Donc là, il faut faire attention surtout à cette étape-là. De la charge de mes ions à fixer. S'ils ne sont pas chargés, ils ne peuvent pas être fixés non plus. Mais aussi de leur taille.
et de la concentration des ions à séparer. Donc, ça veut dire que je ne dois pas dépasser la capacité de ma résine ou de ma phase stationnaire. Un paramètre important aussi, c'est l'accessibilité aux groupements ionisés. Supposons que vous avez des groupements ionisés, mais que vous avez des molécules qui masquent ces ions, ils ne pourront pas être accessibles à vos molécules. Un paramètre important, surtout quand on fait des manips. Malheureusement, cette année, vous ne pourrez pas le faire, mais pour les TP, la séparation des acides aminés sur résine échangeuse d'ions, qu'on a l'habitude de faire au niveau des TP, première des choses qu'on règle souvent, c'est la vitesse de l'éluon ou ce qu'on appelle le débit de la phase mobile. On a vu dans le cas de la chromatographie en phase gazeuse, il est important. Donc, il faut, première des choses, choisir le débit de la phase mobile. Au niveau de la chromatographie en phase liquide, il est important aussi. Si on a un débit rapide, on ne laisse pas le temps que les molécules se fixent sur la résine. Donc, ils vont passer rapidement. Vous allez les déplacer de force. Si votre vitesse d'écoulement est très lente, là, vous allez tout simplement avoir des phénomènes de diffusion. Donc, vous allez tout simplement, le temps de rétention va être beaucoup plus important et les pics vont devenir de plus en plus larges. Donc, on va voir un petit peu comment se fait cette séparation. Première des choses, quand on a une résine échangeuse d'ions, c'est d'abord la conditionner. Alors, qu'est-ce qu'on appelle conditionner une résine? Conditionner une résine, c'est tout simplement être sûr qu'il n'y a rien qui masque les groupements et que le groupement, il est ionisé. Je suis dans les conditions où, par exemple, si c'est un acide, il va céder ses protons. Dans le cas d'une base, je suis dans les conditions, elle pourra capter facilement des protons. Si elle ne capte pas de protons, elle reste neutre, ou si l'acide reste neutre, donc là, je n'aurai, quels que soient les constituants, ils ne pourront pas se fixer. Donc, c'est ça, ça veut dire conditionner la colonne, ça veut dire éliminer d'abord s'il y a des impuretés ou s'il y a des molécules qui restent d'une autre analyse, mais aussi s'assurer que les groupements sont chargés. Une fois qu'on a conditionné la résine, on fait généralement passer donc, des solutions acides, basiques, et puis entre les deux, on passe de l'eau jusqu'à la neutralité. Une fois que la préparation, et puis on va par la suite passer un tampon pour être sûr que tous les groupements sont chargés et que le contre-ion est mis en place. Après, on va déposer, bien sûr, le mélange à séparer, c'est-à-dire la solution qui contient vos composés qu'on appelle solutés. Une fois que les composés vont se fixer sur la résine, par la suite, si mes molécules sont fixées par des interactions électrostatiques, ça veut dire que je peux laver ma colonne et éliminer tout ce qui n'est pas fixé, c'est-à-dire toutes les molécules qui ne sont pas chargées ou toutes les molécules qui ont des charges inverses. Donc, je peux les éliminer, ils vont sortir en premier, donc je peux laver ma colonne de façon à éliminer tout ce qui n'est pas fixé. Une fois que je n'ai que les molécules qui sont fixées sur ma résine, à ce moment-là, je peux les éluer. Alors, le principe de séparation, donc, première des choses, bien sûr, c'est préparer, conditionner la résine de façon à ce que vous ayez, donc là, c'est le cas d'une résine échangeuse de cations, par exemple. Donc là, résine, donc, anionique, en fait, c'est une résine où le groupement est chargé négativement et elle va tout simplement échanger des cations. Le groupement ici, s'il est chargé négativement, ça veut dire tout simplement c'est un acide.
Le contre-ion, ça peut être, dans la majorité des cas, c'est des résines protonées, donc on va l'échanger contre H+, ou contre Na+. Alors, la résine est conditionnée. Ça veut dire, si vous avez déjà fait une manip, on parle de régénérer la résine. Si vous démarrez pour la première fois, on parle de conditionner. Ça veut dire, je vais éliminer tout ce qui masque un petit peu donc les charges. Et en même temps, je vais m'assurer que les groupements sont chargés négativement dans ce cas-là. Donc, ça veut dire, je vais choisir surtout le pH qui permet l'ionisation de mon acide. Qui permet l'ionisation, c'est en fonction de son pKa. Un acide, on a vu dans le cas des extractions, il va être chargé, plus que 50% chargé négativement si je dépasse le pKa. Si je suis au pKa, je n'ai que 50% des groupements chargés. Si je fixe dans les conditions pH égale pKa, ça veut dire 50% des molécules ne vont pas être fixées et je vais perdre, bien sûr, le rendement sera, ne serait que de 50%. Donc, chaque groupement fonctionnel est en principe associé à son contre-ion. Donc, maintenant, on va ramener donc, le mélange. Je vais déposer le mélange. Mon mélange, il contient des molécules chargées positivement. Il contient peut-être des molécules non chargées, des molécules chargées négativement. Ce mélange est déposé sur la résine. Bien sûr, les solutés migrent dans la résine. Il n'y a que ceux qui vont remplacer les contre-ions, c'est uniquement ceux qui sont chargés positivement. C'est-à-dire qu'ils vont prendre la place de ces ions, ces contre-ions. Ils vont se fixer sur mes groupements. Mais pour se fixer, il faut que le groupement soit chargé et il faut que mon constituant soit de charge inverse. C'est-à-dire l'acide doit pouvoir être ionisé. Je dois me situer à des pH largement supérieurs au pK et je peux calculer la proportion des groupements chargés en fonction du pH et en fonction du pK. Et mes constituants aussi doivent être chargés. Si ce sont des acides aminés, je dois m'assurer qu'ils sont chargés positivement. Si ce sont des protéines, même chose. Donc, ça veut dire que je les mets dans les conditions, ils seront chargés positivement. Et à ce moment-là, ils peuvent se fixer. Donc, tous les autres, ceux qui ne sont pas chargés positivement, c'est-à-dire je peux avoir des molécules non chargées ou des molécules chargées négativement, ils vont juste être à côté, donc ils ne seront pas fixés. Et ces composés, pour les éliminer, bien sûr, je vais tout simplement laver la colonne, mais attention au lavage, ça veut dire que je vais utiliser un tampon qui sera le même que le tampon de conditionnement. Pourquoi? Pour ne pas modifier les charges de mes groupements. Donc, je vais laver avec le même tampon de lavage, c'est le même tampon que celui du conditionnement. Là, qu'est-ce que je fais? J'élimine uniquement tout ce qui n'est pas fixé. Tout ce qui est fixé par des liaisons électrostatiques vont rester. Donc là, pour l'instant, je n'ai que mes molécules qui m'intéressent. Et à ce moment-là, je peux ramener le tampon d'élution. Je peux travailler avec un seul tampon, comme je peux travailler avec plusieurs tampons, ou je peux travailler avec un gradient de pH. Et là, je peux éluer. Mes molécules vont se décrocher, bien sûr, en fonction du pH. Qu'est-ce qui va sortir en premier dès que j'atteins son pH? Donc, dès que, le cas par exemple des acides aminés, dès que je suis à un pH donc, supérieur au pH de l'acide aminé, il va se transformer en A-. Et à ce moment-là, il va pouvoir être élué. Donc, en fonction du pH, on peut éluer les molécules les unes après les autres. Donc, on peut les séparer dans ces conditions-là. Donc, je vais avoir
les molécules qui vont sortir au fur et à mesure. Alors, une fois que j'ai élué, bien sûr, mes groupements maintenant, il faut qu'ils soient bien sûr régénérés. Il faut que ma résine soit régénérée et il faut que mes groupements soient bien sûr à côté du contriant. Donc, je vais faire passer tout simplement le tampon de conditionnement et je vais pouvoir avoir chaque groupement, il est en face de son contriant. Et ma résine maintenant, elle est prête pour une deuxième utilisation. Alors ça, c'était le cas des résines cationiques anioniques pour les molécules les plus simples, c'est-à-dire on peut utiliser aussi d'autres types de résines. C'est tout simplement, au lieu d'utiliser des résines sulfonées ou des résines, par exemple, des résines surtout où la matrice est à base de styrène, divinyle, benzène, c'est tout simplement organique. On peut utiliser des résines polysaccharidiques, c'est-à-dire de type Cefadex, mais aussi des types cellulose. Donc, on utilise souvent ces deux types-là pour la séparation des macromolécules, c'est-à-dire des protéines. Alors, même chose, les changeurs anioniques, groupement fonctionnel, il est cationique. C'est le cas de la diéthylaminoéthyle, bien sûr, avec donc un polysaccharide. Là, la matrice, ça peut être la cellulose ou ça peut être un autre polymère. Dans le cas de la résine, où j'ai une amine, ça veut dire elle va capter tout simplement un proton, il faut que je sois dans les conditions où elle peut réellement capter ce proton, ça veut dire que je dois être à un pH inférieur à 100 pK. Donc là, je dois être dans des pH acides par rapport à cette amine pour qu'elle puisse capter un proton. Donc le contriant, donc, il est chargé négativement, ça veut dire tout ce qui va se fixer doit être chargé négativement. La deuxième, donc ça, c'est, on a déjà vu, ça c'est une amine faible. Donc une amine faible, en général à peu près c'est 9,4 à peu près le pKa. Ça veut dire si je suis au-delà de 9,4, ma résine ne va pas être, ou une grande partie ne va pas être chargée, et je ne pourrai pas fixer tout ce qui est chargé négativement. Alors, si je dois travailler à des pH alcalins, j'ai intérêt à utiliser des résines fortes, c'est-à-dire des amines quaternaires qui vont être chargées quelles que soient les conditions. Donc, pour les résines à base d'amines quaternaires. Donc là, c'est pour les résines anioniques. Pour les résines cationiques, donc pour la même chose pour la séparation des protéines, on peut utiliser la carboxyméthyle, donc méthylcellulose ou avec un autre polysaccharide. Donc là aussi, on doit faire attention au pH puisque c'est une résine faible. Donc elle va être chargée négativement si j'ai un pH supérieur à 4,76. Puisque là, c'est le groupement acide acétique que j'ai. Si je dois travailler avec des pH acides, j'ai intérêt à utiliser donc la sulfopropyl, c'est-à-dire tout simplement avec une fonction ici sulfonique. Donc là, on peut, dans ces conditions-là, donc on peut fixer les composés, puisque là, le groupement, il est chargé négativement, on peut fixer tout ce qui est chargé positivement, c'est-à-dire des cations. Donc là, ce sont des résines, bien sûr, cationiques, ça veut dire que mon groupement fonctionnel, il est anionique.
Alors, en général, donc là, c'est juste un exemple, mais en général, pour les protéines, le choix de la résine, est-ce qu'on peut utiliser la résine cationique ou la résine anionique en fonction du pH, c'est-à-dire en fonction d'abord du point isoélectrique de la protéine, le cas ici de cette protéine par exemple 5, ça veut dire si je suis à des pH inférieurs à 5, ma protéine, elle sera chargée positivement. Donc la charge nette, elle va être positive. Si la charge nette est positive, je dois la fixer bien sûr sur une résine chargée, c'est un groupement fonctionnel chargé négativement, donc sur un acier. Donc là, je dois utiliser des résines cationiques. Si par contre, je situe à des pH supérieurs, donc des pH supérieurs à 5, là, j'ai intérêt à utiliser supérieur à 5. Donc, ma protéine, elle va avoir une charge nette négative et dans ce cas-là, elle doit être fixée sur un groupement chargé positivement, c'est-à-dire une résine anionique. Donc, en fonction, si je me situe dans cette zone-là, je peux utiliser des échangeurs de cations, c'est-à-dire tout simplement des groupements fonctionnels acides. Si je suis dans cette zone-là, je peux utiliser des échangeurs d'anions, c'est-à-dire des groupements fonctionnels amis. Alors, pour la chromatographie échangeuse d'ions, donc là, la fixation au gel, bien sûr, là, il faut d'abord que la résine soit équilibrée dans un tampon, dans le pH, doit permettre, bien sûr, à l'échangeur de porter le groupement. C'est tout simplement, le pH doit être, dans le cas d'un échangeur d'anions, c'est-à-dire une base, elle va capter un proton, bien sûr, dans le cas où le pH est inférieur au pK, c'est-à-dire dans un milieu acide où il y a un excès de protons qu'elle puisse capter. Si je suis dans le cas d'un acide, c'est-à-dire un échangeur de cations, pour qu'il fixe mes composés, il faut qu'il soit dans un milieu alcalin, c'est-à-dire pour qu'il puisse céder ses protons. S'il est dans un milieu acide avec des excès de protons, il ne va pas pouvoir céder son proton. Donc, il faut qu'il soit dans un milieu alcalin. Alcalin, c'est tout simplement par rapport à son pK, c'est-à-dire supérieur, donc avec un pH supérieur au pK pour qu'il puisse céder ses protons. Alors, les molécules à séparer, la même chose. Si ce sont des protéines ou des acides aminés, il faut qu'ils aient la charge inverse. Ça veut dire, si j'ai un groupement chargé négativement, il faut que ma molécule soit chargée positivement. Ça veut dire, elle va avoir une charge nette, négative, nulle ou positive, en fonction, bien sûr, de son point isoélectrique. Alors, l'élution dans la majorité des cas, bien sûr, là, il faut casser la liaison électrostatique. On peut soit ajouter un sel, c'est-à-dire on va avoir l'échange contre les ions qui peuvent être chargés positivement ou négativement. En fonction de la résine qu'on utilise, on peut modifier le pH tout simplement de la phase mobile. En modifiant le pH ou en utilisant un gradient de sel, par exemple, on peut séparer les molécules chargées sur une résine échangeuse d'ions. Bien sûr, quand on travaille avec des protéines, là, il faut faire attention surtout au pH extrême pour ne pas dénaturer les protéines, surtout s'il s'agit des enzymes, par exemple. Alors, on arrive maintenant à la chromatographie d'affinité, comme le nom l'indique. Ça veut dire qu'il y a une affinité un peu spécifique pour la phase stationnaire. Donc, pour la chromatographie d'affinité, c'est une chromatographie, ça veut dire là aussi, on va pouvoir séparer en fonction de la distribution entre phase mobile et phase stationnaire.
Donc, la phase stationnaire, dans le cas de la chromatographie d'affinité, la phase stationnaire, c'est un support. Bien sûr, il doit être chimiquement inerte, mais sur lequel on va greffer, cette fois-ci, ce n'est pas des acides et des bases, mais on va greffer un effecteur. Un effecteur qui va présenter une affinité, je ne vais pas parler d'une affinité selon la polarité, etc. C'est tout simplement une affinité biologique pour le soluté à analyser qui se trouve dans l'échantillon. Alors, une affinité biologique, les affinités biologiques qu'on connaît, c'est tout simplement l'affinité que l'enzyme a pour son substrat, c'est-à-dire il va le reconnaître spécifiquement, ou le ligand pour son récepteur, là aussi c'est une reconnaissance spécifique, ou l'antigène-anticorps. Ce sont les trois exemples en biologie qu'on utilise pour les chromatographies d'affinité. Parce que là, on ne parle pas uniquement d'affinité de la molécule vers la phase stationnaire ou vers la phase mobile, mais d'une affinité spécifique. Alors là, la molécule qui est fixée, donc, c'est l'effecteur. Donc, ça peut être le substrat, ça peut être le ligand, ça peut être l'anticorps. Dans le cas où c'est le substrat qui est fixé, ça veut dire ce que je vais purifier, bien sûr, c'est l'enzyme. Je vais fixer sur, bien sûr, un support. Je vais fixer mon substrat et je vais faire passer une solution qui contient plusieurs constituants, mais qui contient l'enzyme qui m'intéresse. L'enzyme va se fixer sur le substrat et je vais pouvoir le purifier. Comme je peux faire l'inverse, je peux fixer l'enzyme, qui prendra la place de l'effecteur, je peux fixer l'enzyme qui sera immobilisée sur mon support et je vais faire passer ma solution qui contient les substrats. Les substrats de cette enzyme, elle va le reconnaître spécifiquement et je peux le fixer puis éluer par la suite ce substrat. Même chose pour les ligands et ligand récepteur et pour l'antigène-anticorps. Je peux fixer l'antigène comme je peux fixer l'anticorps. Et je vais purifier, bien sûr, donc la molécule qui sera reconnue spécifiquement. Alors, la phase stationnaire, là aussi, c'est ce qu'on appelle un gel d'affinité, c'est-à-dire tout simplement, je vais avoir un gel sur lequel, donc là, ça peut être un gel, bien sûr, de carboxyméthylcellulose, FADEX, ou ça peut être tout simplement un support, un polymère. Donc, sur ce support, quel que soit ce support, je vais fixer, bien sûr, l'effecteur. L'effecteur, il est fixé à travers ce qu'on appelle un bras de fixation, un bras de liaison. Alors, ce bras de liaison, c'est tout simplement, surtout pour les macromolécules, ça permet d'avoir une flexibilité et ça permet d'éviter les encombrements stériques. Ça veut dire, si j'ai des molécules, des grosses molécules, donc là, le fait d'avoir un long bras, ça permet d'éviter les encombrements stériques, c'est-à-dire de laisser libre les autres bras de fixation, c'est-à-dire les autres effecteurs qui sont fixés. Donc, en général, sur votre gel, sur votre polymère, vous n'avez pas uniquement un seul bras. Là, il y a plusieurs bras de fixation, c'est des milliers de bras de fixation qui vont contenir l'effecteur, où l'effecteur est lié par une liaison covalente ici. Liaison covalente, comme ça, quelles que soient les conditions, ne vont pas dégrader la liaison et je ne peux pas avoir la perte de cet effecteur-là. Alors, dans ma solution, bien sûr, se trouve la forme complémentaire. Supposons que là, j'ai l'enzyme. Ici, je vais purifier le substrat. J'ai l'antigène, je vais purifier l'anticorps. Ou j'ai l'anticorps, je peux purifier l'antigène.
etc. Donc là, c'est une reconnaissance spécifique. Ça veut dire c'est une séparation vraiment très, très fine. Ça veut dire il n'y a que les molécules qui ont cette forme complémentaire qui peuvent se fixer sur ce gel d'affinité. Alors, la même chose que ce qu'on a vu pour les autres, pour les résines échangeuses d'ions, là, on ne va pas séparer au fur et à mesure, on va d'abord fixer les molécules qui nous intéressent et par la suite, on va les éluer. Ça veut dire, première des choses, c'est la fixation des molécules sur le gel d'affinité, sur l'effecteur ici. Donc, supposons que ça, ce sont des protéines, je vais fixer les substrats. Alors, tout ce qui n'a pas la même forme, tout ce qui est contaminant va pouvoir passer. Donc, ils ne seront pas fixés. Bien sûr, la purification, c'est tout simplement en faisant passer tout simplement l'éluant ou un tampon de lavage. Donc, un tampon de lavage, ça permet d'éliminer tout ce qui n'est pas fixé. Alors, je ne vais avoir que mes molécules qui m'intéressent qui sont fixées sur l'effecteur. Donc, ça veut dire là, j'ai purifié et je ne retrouve que les molécules qui m'intéressent qui sont fixées. Là, il suffit juste de modifier les conditions de fixation et décrocher les molécules et on les retrouve pratiquement à l'état pur quand on les passe au niveau d'un gel d'affinité. Donc la chromatographie d'affinité en général, on l'utilise pour la purification des protéines, mais ça sera une des dernières étapes. Et on l'utilise aussi pour purifier des petites molécules. Elle est de plus en plus utilisée pour tout ce qui est dans le domaine pharmacologique, mais aussi dans le domaine de purification des métabolites secondaires comme des produits d'intérêt ou tout simplement des toxines. Donc là, pour l'élution, donc il suffit juste de modifier les conditions de fixation. Donc, modifier le pH ou modifier la force ionique pour éliminer, donc pour éluer les constituants qui sont fixés ou tout simplement ajouter un compétiteur. C'est dans le cas, par exemple, où vous avez un enzyme qui est fixe en substrat ou vous purifiez l'enzyme ou le substrat, vous pouvez rajouter donc un compétiteur. Donc là, c'est pour les bras de liaison. Donc, c'est tout simplement en fonction, si on a des macromolécules avec un encombrement stérique important, on utilise ce qu'on appelle un bras de liaison très grand. Si vous avez des petites molécules, vous pouvez utiliser des bras courts. Donc, quel que soit, donc en fonction des molécules à séparer. Alors, quels sont les effecteurs qu'on utilise? C'est souvent les relations, donc l'interaction spécifique entre enzymes et substrats. C'est-à-dire, je peux purifier des substrats, je peux purifier des analogues, je peux des enzymes, etc. Donc, l'affinité ligand-récepteur, là aussi, je peux utiliser les réactions antigènes-anticorps, hormones-récepteurs, ou surtout la liaison lectine-sucre qu'on utilise aussi souvent pour les chromatodes d'affinité, ou l'affinité antigène-anticorps pour les hormones, les analogues peptidiques. Alors nous, on utilise la chromatographie d'affinité souvent pour la purification, pour l'analyse de mycotoxines. Donc on sait que ce sont des toxines qui sont produites par des champignons, mais qui se trouvent dans des denrées alimentaires. Et pour l'analyse correcte, l'analyse quantitative, il se trouve bien sûr à des teneurs très faibles. Donc, pour analyser correctement ces mycotoxines dans une denrée qui contient beaucoup de composés, donc là, on a intérêt à purifier donc après l'extraction. Et pour purifier,
pour analyser la toxine, soit par fluorométrie ou par UV. Au niveau de l'extraction, une fois qu'on a extrait, on utilise pour la purification de l'extrait des colonnes immunoaffinités qui sont spécifiques pour chaque mycotoxine. Donc, avant l'analyse, que ce soit par fluorométrie, par UV, par HPLC-MS, mais surtout quand on n'a pas le MSMS. En général, quand on a le MSMS, on arrive à détecter, quantifier facilement, même si elles se trouvent dans un mélange. Donc là, pour les mycotoxines, pour chaque mycotoxine, on a en général la colonne immunoaffinité. Donc là, pour l'ochratoxine A, là, c'est pour le déoxynévalénol, etc. Donc, en fonction de la mycotoxine, on peut repérer rien qu'à la couleur de la colonne immunoaffinité. Alors, comment ça se fait? Donc, ça veut dire, en fonction de la mycotoxine, on va tout simplement, là, ce sont des réactions antigènes-anticorps, on va fixer donc les immunoglobulines, donc les anticorps, on va les fixer au niveau de la colonne, et puis on va passer donc la solution qui contient les mycotoxines. Donc, il n'y a que la toxine qui reconnaît cet anticorps qui va être fixé. Bien sûr, ce qui est très important, c'est pouvoir retrouver les immunoglobulines et les immobiliser en fonction de la toxine. Pour la plupart des mycotoxines, donc, ces tests existent déjà, sauf pour les toutes petites mycotoxines comme la patuline, on n'arrive pas encore à trouver donc des colonnes immunoaffinités. C'est parce que tout simplement la production de ces immunoglobulines est beaucoup plus difficile. Donc, une fois que l'échantillon passe, même s'il contient d'autres substances, il n'y a que la toxine qui est reconnue par ces immunoglobulines qui va pouvoir se fixer. C'est-à-dire, en lavant, on va éliminer tout ce qui n'est pas fixé, donc tout le reste. Et après l'élution, on va retrouver l'analyte ou le soluté qui est pratiquement à l'état pur. Et ça permet d'éliminer tous les interférents et de faciliter la quantification de ces mycotoxines. Donc, comment se fait un petit peu, donc, puisque là, vous avez un gel et vous avez donc une phase un peu difficile, en général, on utilise, comme ce qu'on a fait pour les extractions en phase solide, c'est pratiquement la même chose. Donc là, on place et on va utiliser soit une trempe à vide, soit tout simplement un récipient sous vide pour faciliter l'écoulement et la séparation et l'élution de la toxine. On peut utiliser un échantillon, qu'on peut utiliser aussi une batterie, comme ce qu'on a vu pour l'extraction en phase solide, c'est exactement le même principe. Donc, on s'arrête là pour la partie technique chromatographique et on va voir donc par la suite les techniques électrophorétiques.